Résumé du GP de Suzuka de la Formule 1. Comment est-ce que d'ailleurs ce GP-là a pu faire comprendre à la FIA de revoir l'intégralité de sa réglementation qui puait depuis le début la merde. Le week-end du 29 mars 2026, la Formule 1 posait ses valises au Japon sur l'un des circuits les plus exigeants et emblématiques du calendrier, le Suzuka International Racing Course, un tracé mythique technique où la moindre erreur se paye immédiatement et où les pilotes doivent trouver un équilibre parfait entre agressivité et précision. Et petite précision, c'est d'ailleurs en plus de ça le dernier GP avant un mois de pause d'intersaison en vue du fait que le GP de Bahreïn et de Jeddah ont été annulés pour des raisons de situation géopolitique. Dès les essais, le ton est donné, les conditions de piste évoluent rapidement avec une adhérence changeante qui piège plusieurs pilotes dans les secteurs rapides. Les enchaînements des aises et le virage 130R mettent en difficulté même les plus expérimentés, je sais pas lire, j'ai de la dyslexie, veuillez m'en excuser. Je ne sais pas non plus retenir, j'ai un trouble de l'attention et j'ai un trouble du fait de retenir, donc j'ai des troubles, etc. Donc vous m'excuserez si je lis un prompteur. Plusieurs sorties de piste sont à noter, sans conséquences majeures, mais révélatrices d'un week-end qui s'annonce délicat. Je parle des essais libres, attention, on n'est pas au GP. Je suis au courant pour Oliver Bearman. Doucement. Ça va venir. Je suis pas si pressé. En qualification, la tension monte d'un cran. La bataille pour la pole position est extrêmement serrée et les écarts sont minimes et chaque millième compte. Les pilotes poussent leurs limites, flirtant avec les bordures et les zones d'herbe. Au terme d'une séance intense, la grille se dessine avec des écarts très faibles entre les leaders, laissant présager une course ouverte et stratégique. Mais c'est bien le dimanche 29 mars que tout bascule. Dès le départ du Grand Prix, l'intensité est immédiate. Les premiers virages sont négociés avec agressivité mais sans incident majeur. Le peloton s'étire progressivement, les stratégies commencent à se mettre en place. Certains pilotes optent pour un rythme élevé dès les premiers tours tandis que les autres privilégient la gestion des pneus. Et puis arrive le moment clé de la course. Un incident qui va totalement changer la physionomie du Grand Prix. Dans un relais où les conditions de piste deviennent légèrement plus piégeuses, Oliver Bearman perd le contrôle de sa monoplace dans une section rapide du circuit. La voiture part en tête à queue avant de violemment heurter les barrières. L'impact est important. Immédiatement, les drapeaux jaunes sont déployés. Puis, la direction de course décide de neutraliser l'épreuve. Oliver Bearman a fait un crash dans une barrière en voulant dépasser... Attends, je ne sais plus, je crois que c'était Adjar ou Colapinto. Mais en tout cas, en voulant dépasser, il a été dans l'herbe. Il s'est écrasé à une barrière. Il est sorti en boitant. Il a fait un crash à 50 G. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais très rapidement, la situation dépasse le simple cadre d'un accident de course. Des ralentis sont diffusés et plusieurs éléments commencent à interpeller les observateurs. La trajectoire de Bearman, la manière dont la voiture décroche et surtout le comportement de certains pilotes à proximité soulève des questions. Certains estiment qu'il y aurait pu y avoir une gêne, voire un élément extérieur ayant contribué à la perte de ce contrôle. La direction de course est alors sous pression. Faut-il considérer cet incident comme un simple erreur de pilotage ou comme un événement impliquant d'autres facteurs? Pendant ce temps, la course est perturbée. Les stratégies sont complètement bouleversées. Certains pilotes profitent de la neutralisation pour passer par les stands, tandis que d'autres se retrouvent piégés dans un mauvais timing. Mais ce qui va réellement créer la polémique, c'est la gestion de l'après-accident. Plusieurs équipes commencent à exprimer leur incompréhension. Des communications radio filtres montrant des doutes sur la décision de ne pas immédiatement rouvrir une enquête approfondie. Certains pilotes évoquent même des conditions de sécurité limites au moment de l'incident. Le terme de scandale commence à circuler. Pourquoi ? Parce qu'une partie du paddock, la gestion de cet accident manque de clarté. Les images semblent suggérer qu'il ne s'agit qu'une simple erreur et pourtant aucune décision forte n'est prise dans l'immédiat. Pas de pénalité, pas d'investigation approfondie avancée sur le moment et la course reprend finalement, mais le climat a changé. Sur la piste, les pilotes doivent se reconcentrer, les écarts sont resserrés, les stratégies recalculées. Certains en profitent pour monter, d'autres voient leur course compromise et la fin du Grand Prix est intense avec des batailles à tous les niveaux du classement. Mais même avec le drapeau à damier, l'attention reste focalisée sur l'incident de Bearman
les analyses se multiplient. Les experts décortiquent les images, les données et les trajectoires. Les discussions portent sur la sécurité, la prise de décision de la direction de course et la cohérence des jugements. Certaines voix s'élèvent pour demander plus de transparence et d'autres appellent une révision des procédures en cas d'incident majeur. Ce qui est certain, c'est que cet événement marque profondément ce Grand Prix de Suzuka 2026. Au-delà du résultat sportif, c'est bien la controverse qui domine la discussion. Un accident qui aurait pu rester un simple fait de course devient un point central du week-end, remettant certains des aspects de la gestion des courses de Formule 1. Dans un sport où chaque détail compte, où la sécurité est une priorité absolue, ce type de situation ne passe pas inaperçu. Et le Grand Prix de Suzuka 2026 reste donc comme une course intense technique, mais surtout marquée par un épisode controversé, un moment qui pourrait avoir des conséquences au-delà de ce seul week-end, en influence des décisions futures et des règles appliquées en course. Je vais là je ne l'ai pas fait, mais je me suis dit que je devais le faire en 2 vidéos. Mais comme là ici je viens vite de résumer le GP de Suzuka. D'ailleurs le podium s'affiche là, je ne l'ai pas noté, etc. J'ai complètement même d'ailleurs oublié, sans vous mentir, parce que là au moment où je suis en train de tourner, on est le 13 avril. C'est déjà dépassé depuis, mais disons que j'avais besoin pour le moment d'un petit temps pour moi en vue d'un certain événement. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ensuite là ici, quelles ont été les prises de décision qui ont été prises après ce GP de Suzuka? Parce que ça se concerne ça. Donc voilà. Donc voilà mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il y aura comme changement à retenir du coup pour le GP de Miami qui approche avec ce qui s'est passé à Suzuka? Chose première, chose due, je vous l'explique. Vous m'excuserez de la luminosité et éventuellement de si vous entendez l'AirCo, mais là ici il fait 25 degrés et je suis dans une bagnole, donc vous m'excuserez, j'essaierai de parler fort. Mais voilà, c'est la suite en tout cas du GP de Suzuka. C'est les conséquences qu'il y a derrière et les changements que cela a engendré. Donc comme je l'ai dit, le Grand Prix du Japon 2026 marque un point de rupture dans la saison. Pas une victoire, pas un championnat, mais pour un accident. Au cœur de cet événement, Oliver Bennman a un crash violent mesuré à environ 50 G sur le circuit de Suzuka. Une perte de contrôle à très haute vitesse déclenchée dans une situation devenue typique de la Formule 1 version 2026. Une différence de vitesse brutale entre deux voitures en pleine phase d'attaque. Cet accident n'est pas isolé. Il est la conséquence directe d'un nouveau règlement technique introduit en 2026 et surtout, il agit comme un déclencheur. À partir de ce moment-là, la FIA est contrainte d'intervenir rapidement. Tout part d'un problème précis, les écarts de vitesse entre voitures. Avec le règlement de 2026, les moteurs hybrides ont changé de philosophie. La puissance est désormais répartie presque à égalité entre thermique et électrique. Et sur le papier, c'est une évolution technologique. Et dans la réalité, malheureusement, cela crée un effet inattendu. Déjà, d'une part, on a certaines voitures sont en pleine puissance électrique, d'autres sont en phase de recharge ou de récupération. Résultat, les différences de vitesse pouvant atteindre plus de 40 à 50 km/h en pleine ligne ou même en virage. C'est exactement ce qui se produit à Suzuka. Bennman arrive beaucoup plus vite que la voiture devant lui, tente d'éviter le contact, sort légèrement de la trajectoire, perd le contrôle et percute le mur à 50 G. Ce phénomène porte un nom dans le paddock, le closing speed problem. C'est lui qui va déclencher toute la chaîne de changement. Et immédiatement après l'accident, plusieurs pilotes montent au créneau. Carlos Sainz, membre de la GPDA, parle d'un accident attendu. Les équipes, elles aussi, confirment que le problème était connu dès les essais hivernaux et la FIA lance alors une série de réunions d'urgence avec les équipes, les motoristes, la Formule 1, les pilotes et objectif, corriger le règlement avant Miami. Premier axe de modification, la gestion de l'énergie électrique. Le système 2026 impose une gestion très complexe de la batterie. Les pilotes doivent lever le pied, économiser, recharger, puis attaquer. Et ce système crée ce qu'on appelle le lift and coast, c'est-à-dire lever le pied avant les zones de freinage pour récupérer de l'énergie. Le problème étant, c'est que ce comportement casse le rythme, il crée des écarts artificiels, il augmente les risques de duel. La FIA décide donc de modifier les paramètres. Changement validé de ce fait, c'est augmentation de la capacité de recharge en pleine accélération, réduction de la dépendance au lift and coast, possibilité de rouler plus souvent à pleine puissance,
Objectif, réduire les écarts de vitesse imprévisibles. Deuxième changement majeur, je zote, le boost mode. Le boost électrique permettait un gain de vitesse important sur une courte période, mais combiné à une voiture devant en phase de recharge, cela créait des dépendances extrêmes. La FIA décide alors de limiter la puissance maximale du boost, de plafonner l'énergie électrique utilisable. Un chiffre apparaît environ 150 kW maximum pour éviter les pics de vitesse trop violents. Conséquence directe, moins de delta de vitesse, dépassement plus progressif, réduction du risque de collision à haute vitesse. Troisième axe, on a les phases de recharge et phénomène de super clipping. Le super clipping, c'est lorsque la batterie se vide complètement en fin de ligne droite, forçant la voiture à ralentir brutalement pour récupérer de l'énergie. Ce phénomène est identifié comme dangereux car il crée un effet de mur mobile. La voiture aussi derrière arrive en pleine vitesse. La FIA ajuste donc les limites de recharge de batterie, les seuils de récupération, les stratégies autorisées. Objectif, supprimer les chutes brutales de vitesse. Quatrième modification, c'est les procédures de départ et de conditions de course. Les premières courses 2026 ont montré que les départs étaient plus chaotiques, les différences d'énergie dès les premiers tours créaient du désordre. La FIA introduit donc de nouveaux protocoles de départ, des ajustements de conditions de pluie, des règles pour homogénéiser les phases initiales. Le but étant, c'est de réduire les situations imprévisibles dès le départ. Cinquième axe, on a l'ajustement lié à la sécurité pure. Dans le règlement F1, la FIA peut modifier les règles immédiatement si la sécurité est en jeu. Après Suzuka, réévaluation des zones de dépassement, surveillance accrue des écarts de vitesse et discussion sur les circuits urbains à murs proches. Carlos Sainz évoque explicitement le danger sur des pistes comme Bakou ou Singapour avec des nouvelles vitesses différentes. Sixième point, la flexibilité du règlement 2026. Un élément clé apparaît dans la communication FIA. Le règlement 2026 a été conçu avec des paramètres ajustables. Cela signifie que la FIA peut modifier les valeurs sans réécrire tout le règlement. Les changements peuvent être rapides. Les données réelles servent à corriger le système, et cette approche permet à une réaction rapide après Suzuka. Mais ces changements ne sont pas uniquement techniques, ils révèlent un problème plus profond. Le règlement 2026 a été conçu pour des objectifs multiples: performance, durabilité, spectacle et innovation. Le crash de Suzuka montre que ces objectifs peuvent être en conflit avec la sécurité. À l'approche du Grand Prix de Miami, la situation est claire. La FIA ne fait pas une révolution, elle fait une correction d'urgence. Les changements sont ciblés: réduire les écarts de vitesse, simplifier la gestion de l'énergie, rendre les voitures plus prévisibles, mais certaines critiques restent. Certains ingénieurs estiment que ces ajustements rendent les dépassements plus difficiles et réduisent certaines stratégies. Conclusion technique: le crash de Suzuka n'est pas un accident isolé, c'est un révélateur. Il expose 3 failles majeures du règlement 2026: une gestion énergétique trop complexe, des écarts de vitesse dangereux, une imprévisibilité en situation de course. Les modifications avant Miami ne suppriment pas le problème, elles le stabilisent. La Formule 1 entre dans une phase d'ajustement permanente. Chaque course devient un test grandeur nature du règlement. Et une réalité s'impose: quand la technologie dépasse la capacité de contrôle des pilotes, la FIA intervient. Toujours après, jamais avant. Et c'est malheureusement dommage. Donc voilà, mesdames et messieurs, ceci conclut officiellement le résumé du GP de Suzuka. Je m'excuse si elle arrive plus tard. Elle arrivera peut-être après le GP de Miami. Mais il me fallait, du coup, par rapport à Suzuka, ça a été en lien avec Suzuka, du coup, tous ces changements pour la FIA. Il me fallait de savoir si oui ou non il y allait avoir énormément de changements, et il est partagé. Donc voilà, et puis de toute façon, comme le dirait Loris, il n'y a personne qui regarde mes vidéos. Donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ici en plus, demain ça va être les qualifications pour le GP de Miami. Donc je suis impatient, en espérant que cette vidéo sorte au moins, ne serait-ce que ce week-end, j'espère. Et en tout cas, je vais travailler dessus. Et sur ce, merci d'avoir regardé, c'était Carta F17, au revoir.